Le séminaire Les limites du transcendantal est un séminaire mensuel co-organisé par Laura Tavernier et Jean-Baptiste Fournier dans le cadre de l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, de l'unité de recherche métaphysique, histoire, transformation et actualité et du centre Emmanuel Lévinas. Pour cette 5e séance, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Élise Maroux pour une conférence intitulée « Grammatical ou transcendantal, le sens du possible sans condition ». Ancienne élève de l'École normale supérieure et agrégée de philosophie, Élise Maroux est depuis 2018 maître de conférences en philosophie contemporaine et philosophie générale, à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, dans lequel elle a imprimé une marque profonde, non seulement par son enseignement, mais aussi par ses fonctions administratives, en particulier comme responsable de la préparation à l'agrégation, co-directrice de l'UFR de philosophie et directrice de la licence. Élise Maroux a soutenu en 2009 une thèse dirigée à Paris 1 par Christiane Chauviré et intitulée « Solipsisme, la résistance d'un problème dans la pensée de Ludwig Wittgenstein ». Dans sa thèse, elle opérait une critique du solipsisme en ramenant cette position philosophique à son histoire et en situant à partir d'elle la pensée de Wittgenstein. Ses principaux thèmes de recherche sont aujourd'hui encore le problème du solipsisme, de la subjectivité et de la construction intersubjective d'un nous, ainsi bien sûr que la philosophie de Wittgenstein, dont elle est une des meilleures spécialistes en France. Ainsi, ces 3 ouvrages principaux, dont les 2 derniers sont à paraître, portent sur la philosophie de Wittgenstein. Par exemple, son introduction à De la certitude, paru en 2006 chez Ellipse, ou encore son livre à paraître intitulé Wittgenstein II, pour les belles lettres, et son ouvrage issu de sa thèse, Wittgenstein aux prises du puzzle solipsiste, pour les éditions du CNRS. Élise Maroux a également traduit plusieurs livres de l'allemand, de l'anglais et de l'autrichien, et dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels je citerai Mythe du donné, C'est l'art sans perspective, en 2012, Dire-nous, numéro de la revue Clésis, numéro 34, en 2016, et à paraître un dossier sur le Proust de Vincent Descombes, intitulé La prose des mondes, co-dirigé avec Barbara Carnevali, pour Clésis, le numéro de ce mois-ci, ainsi que Wittgenstein en France, pour Quimé. Nous remercions très chaleureusement Élise Maroux d'avoir accepté notre invitation. Merci donc à tous les deux d'avoir inventé ce séminaire de recherche commun et de l'organiser avec un tel brio. Je vous félicite parce qu'on n'a pas énormément d'occasions de travailler ensemble avec un thème aussi passionnant que le transcendantal, que la question transcendantale. Donc je voudrais vous remercier très vivement de votre invitation et de manière contingente mais amusante, c'est sur ce même créneau horaire, donc de 17h30 à 19h, que Wittgenstein réunissait 2 fois par semaine ses étudiantes et étudiants à Cambridge pour travailler sérieusement. Donc nous allons être fidèles aujourd'hui, au moins à ce tempo, à ce rythme de sa pensée en actes. Et je vais vous présenter donc une manière d'inscrire donc cette réflexion passionnante sur le dossier des limites du transcendantal qui est conduite depuis la rentrée par Jean-Baptiste et Laura. Je vais essayer de vous montrer que il me semble que la pensée de Wittgenstein occupe une place à part à bien des titres dans ses limites, mais peut-être avant tout car elle présente cette singularité peut-être unique, vous me direz, d'avoir été lue comme une philosophie s'inscrivant de plein droit dans la tradition transcendantale et simultanément comme une pensée ayant proposé une relève décisive, voire définitive, à cette même démarche. Pour le dire d'un mot, et encore pour l'instant sans doute schématiquement, la pensée de Wittgenstein a pu être comprise tout à la fois comme le strict prolongement de l'approche transcendantale kantienne, et comme l'une des plus radicales entreprises de détranscendantalisation tentée en philosophie. Bon, je ne le dirai plus. On nous accordera donc que cette position de Wittgenstein à l'égard de ce que Jean-Baptiste Fournier nomme dans son ouvrage la question transcendantale n'a de prime abord rien d'évident. Et c'est cette ambivalence prise au sens littéral que nous nous proposerons d'abord de comprendre comment le Tractatus et les recherches philosophiques ont-ils pu être interprétés l'un et l'autre, tel un Janus bifrons, alternativement comme une nouvelle version de kantisme, comme un kantisme transformé de l'intérieur par le linguistic turn, et comme une mise en question radicale de la démarche kantienne. Alors je ne m'attarderai pas en prolégomène,
Car comme le remarque avec justesse Jérôme Sacure dans son livre Formes et faits, il y a un temps spécial de la philosophie pour Wittgenstein, sans procrastination ni nostalgie. Nous entrerons donc d'emblée dans le vif du sujet, d'emblée en matière, en examinant dans un premier temps les raisons qui pourraient plaider pour une lecture transcendantale du Tractatus, dont nous nous efforcerons, après les avoir exposés sous leur jour le plus favorable, de montrer la faiblesse. Notre ambition n'est pas aujourd'hui, loin s'en faut, exclusivement critique. Nous voudrions établir au contraire que la voie grammaticale employée par Wittgenstein dans les recherches fournit en réalité, dès le début des années 30, en effet, ce qu'on pourrait nommer une relève grammaticale à la démarche transcendantale, en montrant qu'elle s'appuie sur un sens du possible qui est bel et bien distinct d'un recours à des conditions de possibilité de l'expérience. Une précision s'impose, même si j'ai dit que je ne m'attarderai pas dans des prolégomènes, avant de nous plonger dans le Tractatus. Dans ce bref parcours, et j'ai bien peur que ce soit un peu bref, donc j'espère que dans la discussion, on aura quand même un peu de temps pour approfondir certains points, je m'appuierai principalement et successivement sur 3 acceptions du terme de transcendantal. Alors d'abord et avant tout, sur le sens kantien du transcendantal, les caractérisations que donne Kant dans la première critique, dans les prolégomènes, la distinction entre transcendantal et a priori ont été rappelées avec une remarquable limpidité lors de la dernière séance de ce séminaire par Raphaël Autier, ici présent. Et je reprendrai tes 2 premières caractérisations, Raphaël, si tu me le permets. D'abord, dans l'introduction à la première critique, transcendantal se dit d'une connaissance qui ne s'occupe pas tant des objets que de notre mode de connaissance des objets en tant qu'il est possible en général. Et dans les prolégomènes, ce rappel, le terme de transcendantal ne décrit jamais un rapport de notre connaissance aux choses, mais seulement à la faculté de connaître. Mais à ces 2 premières caractérisations, que vous connaissez sans doute, je voudrais ajouter que Kant n'hésite pas à définir le criticisme dans le fameux paragraphe 57 des prolégomènes, comme, je cite, « une critique scrupuleuse qui surveille les limites de notre raison elle-même relativement à son usage empirique et qui fixe un terme à ses prétentions ». La distinction entre scepticisme et criticisme, entre la censure humienne et la critique kantienne, ne permet donc pas seulement de comprendre, selon les termes de la discipline, la différence entre les limites et les bornes, là où les limites permettent de dégager, vous le savez, le pouvoir de la raison et toutes les connaissances pures a priori dont elle est capable, alors que les bornes ne connaissent, selon l'expression de Kant, que des négations, ne contiennent que des négations, pardon. Mais encore, ce passage de la discipline nous permet de comprendre la distinction entre un usage transcendantal et un usage transcendant de nos principes. Je cite à l'appui les prolégomènes de nouveau. Nos principes qui limitent l'usage de la raison à l'expérience possible pourraient eux-mêmes devenir transcendants et faire passer les bornes de notre raison pour bornes de la possibilité des choses elles-mêmes. Alors, je m'appuie d'emblée sur ces 2 textes, car il faudra les garder à l'esprit, dans la mesure où je crois qu'ils ont puissamment irrigué l'interprétation transcendantale du Tractatus, qui a été largement dominante dans la première réception du traité. Puisqu'on est entre nous, je dirais presque que ces 2 textes ont été plaqués sur la lecture du texte de Wittgenstein. Vous verrez à quel point c'est frappant quand on travaille justement sur la littérature secondaire, sur les premières lectures qui ont tenté de systématiser l'ambition du Tractatus. Alors ce sera donc la première acception qui va me retenir, sur laquelle je vais revenir, celle du transcendantal avec ce regard, si vous voulez, sur la discipline de la raison pure. La seconde que je voudrais dégager et qui est rarement finalement rangée dans cette rubrique dans les études qui portent sur le Tractatus, sur les carnets de guerre, est celle de l'auteur du monde comme volonté, comme représentation. Schopenhauer a fait subir à la démarche transcendantale kantienne un certain nombre de déplacements qui ne sont pas sans incidence dans l'élaboration du Tractatus et qui sont même au cœur de l'interprétation de la sortie du solipsisme proposée par la séquence 5-6 et donc la source d'une des 2 occurrences du transcendantal dans le Tractatus en 6-421. Je vous rappelle ce passage que je cite. « Il est clair que l'éthique ne se laisse pas énoncer. L'éthique est transcendantale. » Et entre parenthèses, Wittgenstein ajoute « Éthique et esthétique sont une seule et même chose. » Alors, il n'y a que 2 occurrences de transcendantal comme adjectif dans le traité. Et ici,
en 6.421, cette occurrence de transcendantal a de toute évidence un sens distinct, que j'essaierai de préciser, de celui qui est employé en 6.13, la logique est transcendantale, un sens qui est étroitement lié à ce que Wittgenstein appelle, dans la proposition immédiatement antécédente, la supériorité, ce qui est supérieur, et que tentent d'exprimer justement les propositions éthiques, et qu'il ne faudra pas négliger dans le dispositif du Tractatus. Enfin, la dernière, sans doute la plus périlleuse, y compris pour Wittgenstein, pas seulement pour moi, est celle qui engage une double confrontation avec Carnap et avec Husserl. En février 1919 et 1930, Wittgenstein entre dans une phase que ses lecteurs ont nommée phénoménologique, où il s'efforce de restituer les articulations de l'expérience qu'il appelle alors primaire, projet phénoménologique qu'il abandonnera rapidement pour pratiquer une description grammaticale. Et je voudrais, si vous voulez, vous proposer, alors là on est plus proche d'un travail de recherche, que j'ai mené, que je vais essayer de compacter sans trop simplifier. On est dans un troisième lieu du transcendantal qui, à mon avis, a été très peu exploré et qui, justement, est sans doute l'un des plus intéressants pour comprendre ce qui donne la première partie de mon titre, c'est-à-dire grammatical ou transcendantal, et comment la voie grammaticale se dégage à partir de l'abandon d'un troisième volet transcendantal du projet de Wittgenstein. Alors, cette précision sur les trois acceptions du transcendantal étant faite, et dans laquelle nous allons successivement nous engager, immergeons-nous donc dans la lecture du Tractatus. Lorsque nous examinons de plus près l'ambition affichée par Wittgenstein dans la préface de son premier ouvrage, nous retrouvons celle de tracer les limites du pensable, c'est-à-dire de l'exprimable, dit immédiatement Wittgenstein, de l'intérieur. Alors, je vous relis pour mémoire, même si vous les connaissez par cœur, je vous relis ces phrases extrêmement célèbres qui forment le cœur de la préface du Tractatus. Voici ce qu'écrit Wittgenstein. Le livre traite des problèmes philosophiques et montre à ce que je crois que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes. Tout ce qui proprement peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Le livre tracera donc une limite à l'acte de pensée, ou plutôt, non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées. Car pour tracer une limite à l'acte de pensée, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette limite. Nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. La limite ne pourra être tracée que dans la langue, et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens. Alors souvenez-vous des termes de la discipline que j'ai cités tout à l'heure, et mettons-les en regard de l'ambition affichée ici par Wittgenstein. Je vous rappelle ce qu'écrivait Kant dans la critique. Notre raison n'est pas en quelque sorte une plaine qui s'étend à l'infini dont on ne connaisse les bornes que d'une manière générale, mais elle est plutôt comparable à une sphère dont le diamètre peut être trouvé par la courbure de l'arc de sa surface, par la nature des propositions synthétiques a priori, et dont le contenu et les limites peuvent être aussi déterminés par là avec certitude. En dehors de cette sphère, le champ de l'expérience, il n'y a plus d'objet pour elle, et les questions même concernant ces prétendus objets ne se rapportent qu'à des principes subjectifs d'une détermination complète des rapports qui se présentent dans les limites de cette sphère entre les concepts de l'entendement. Donc, vous voyez, le rapprochement est assez flagrant, et donc d'après les termes de la préface du traité, le Tractatus effectuerait une délimitation dont les termes paraissent de prime abord exactement kantiens. Encore faudrait-il transposer ces termes de l'ambition exprimée. Il s'agirait d'un kantisme revu et corrigé par le linguistique Turn. Le livre ne tracerait pas les limites de la raison, comme Kant proposait de caractériser le criticisme d'une manière toute positive contre la censure humienne, mais de mettre à jour les limites de l'expression des pensées, les limites de ce que nous pouvons exprimer avec sens, de manière à faire apparaître le reste, pour reprendre l'expression de Kant, comme dépourvu de sens. Alors, les premiers lecteurs du Tractatus n'ont pas manqué de voir dans l'entreprise de Wittgenstein une tentative de s'inscrire dans la tradition transcendantale au sens kantien, au point de définir sa philosophie comme une forme de criticisme. Alors, je m'adresse aux agrégatifs, jusqu'à présent je vous ai épargné les commentateurs, alors là on y plonge également. Alors, David Peirce, l'auteur de The False Prison, qui est traduit en français sous le titre « La pensée Wittgenstein »,
explique à la page 15 de la traduction française que la définition la plus simple que l'on puisse donner de la philosophie de Wittgenstein, rien que ça, hein, la définition la plus simple qu'on puisse donner de la philosophie de Wittgenstein, consiste à dire qu'elle est critique au sens kantien. Kant fait une critique de la pensée et Wittgenstein une critique de l'expression de la pensée. L'entendement humain est un instrument qui a ses limites et la philosophie doit l'amener à faire retour sur lui-même, à découvrir ses propres limites et à les tracer dans un geste d'humilité tout à fait salutaire. D'accord. De même, Peter Hacker, donc l'auteur avec Gordon Baker du commentaire analytique des recherches, vous savez, le commentaire linéaire extrêmement approfondi des recherches philosophiques, n'hésite pas, lui, à voir dans le Tractatus une nouvelle version des prolégomènes à une métaphysique future. Et il retraduit ainsi la préface du Tractatus dans Insight and Illusion. Les limites du pensable seront posées dans le langage et ce qui résidera en dehors d'elle est un pur et simple non-sens. La totalité des propositions sensées constitue le pensable. Donc, si je continue à citer Hacker, H-A-C-K-E-R, l'ambition du Tractatus est de fournir une critique, non pas de la raison pure, comme Kant, mais du langage. La limite serait ainsi tracée de l'intérieur, au sens où le Tractatus aurait apporté une réponse définitive au problème de la philosophie, en délimitant une fois pour toutes ce que nous pouvons dire avec sens. Et dernier écho avec la première critique kantienne, on retrouverait ainsi le fameux diagnostic constat kantien, selon lequel la raison humaine a cette destinée particulière d'être accablée de questions qu'elle ne peut écarter. Ces questions, vous vous souvenez, sont proposées par la nature de la raison elle-même, mais elle ne peut pas non plus y répondre, car elle dépasse tout pouvoir de la raison humaine. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans son embarras. Donc jusque dans ce constat, si vous voulez, les deux très célèbres commentateurs, lecteurs de Wittgenstein que j'ai cités, voient une simple redéfinition, reprise du geste kantien de la première critique. Pour Hacker, en particulier, le Tractatus serait à comprendre comme une radicalisation du projet kantien, plutôt que comme une simple transposition linguistique de l'entreprise de la première critique. Hacker souligne en effet que, de même que Kant, dans la seconde préface, s'interrogeait sur la question de savoir si, je cite Kant, nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que les objets se règlent sur notre connaissance. De même, Wittgenstein engage à son tour, dans le Tractatus, une révolution copernicienne explicite, c'est-à-dire une révolution copernicienne que Wittgenstein présente lui-même comme telle, si l'on se fie à ce que nous rapporte J. Moore, qui assistait au cours de Wittgenstein à Cambridge au début des années 30, en étant le collègue de Wittgenstein, mais aussi celui qui prenait en note la plupart des mouvements conceptuels de Wittgenstein. Et voici ce que déclare Moore. Je vous le cite lentement parce que c'est un passage peu connu qui me semble important dans le contexte du séminaire. J'y ai été très étonnée par certaines de ses déclarations sur ce qui distinguait la philosophie, au sens où ce qu'il disait pouvoir être appelé philosophie moderne devait être distingué de ce que lui faisait en termes de philosophie. Selon lui, ce qu'il faisait constituait une discipline nouvelle et non une simple étape dans un développement continu. Il y avait désormais en philosophie un nœud dans le développement de la pensée humaine, comparable à ce qui s'était produit lorsque Galilée et ses contemporains avaient inventé la dynamique. Une nouvelle méthode avait été découverte, comme cela s'était produit lorsque la chimie s'était émancipée de l'alchimie. Ce sont donc les termes de Wittgenstein, comme cela s'était produit lorsque la chimie s'était émancipée de l'alchimie, si bien qu'il était désormais possible, pour la première fois, qu'il y eut des philosophes habiles, lui, même s'il était donc des philosophes habiles, même si bien entendu il y avait eu de grands philosophes par le passé. Alors vous vous souvenez que dans les prolégomènes, Kant posait que la critique était à la métaphysique d'école ordinaire ce que l'alchimie est précisément à l'alchimie, ou l'astronomie à l'astrologie divinatrice. Donc vous voyez l'ambivalence ou le côté Janus Bifrons dont je parlais en introduction. En réalité, Wittgenstein reprend ici de manière tout à fait délibérée les termes par lesquels Kant décrit la révolution accomplie par la première critique, assume ainsi totalement cette filiation, et il l'assume d'autant plus qu'il l'assume publiquement, puisqu'il s'agit de cours qu'il donne à ses étudiantes et à ses étudiants. Mais il souligne tout autant, en revendiquant pleinement cet héritage kantien, que le tournant que lui-même orchestre engage une nouvelle révolution copernicienne.
Et on peut voir, c'est ce que propose en tout cas Peter Hacker, dans la remarque 108 des recherches philosophiques, une description précisément de ce tournant copernicien qu'accomplit le second Wittgenstein. Je vous cite de nouveau le passage le plus significatif du paragraphe 108 des recherches. « Nos considérations doivent tourner, mais autour de l'axe de notre besoin véritable. » Alors, en quoi, justement, consiste cette révolution accomplie par le Tractatus, si on entend la comprendre autrement que dans les termes imagés d'une délimitation interne? Wittgenstein, vous le savez, reprend cette caractérisation dans le Tractatus en 413. La philosophie délimite le territoire contesté des sciences de la nature. Et en 414, elle doit marquer les limites du pensable et partant de l'impensable, elle doit délimiter l'impensable de l'intérieur par le moyen du pensable. Donc l'enjeu, si on tente justement de quitter progressivement ce terrain de l'image, d'une limitation ou d'une délimitation intérieure, paraît être ici d'isoler ce que nous pouvons dire avec sens. Et comme l'indique la méthode dialectique formulée en 553, la méthode correcte en philosophie consisterait dès lors à ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions des sciences de la nature. Et lorsque quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu'il a omis dans ses propositions de donner une signification à ces signes. Donc, on le voit assez clairement ici, délimiter ce que l'on peut concevoir, c'est-à-dire exprimer avec sens, c'est eo facto assigner aux propositions des conditions à respecter pour qu'elles soient pourvues de sens, c'est-à-dire assigner au sens lui-même des critères que les énoncés métaphysiques et les propositions éthiques et esthétiques ne pourraient pas, pour des raisons de principe, justement respecter. À prendre donc au sérieux la délimitation interne annoncée dans la préface du Tractatus, Wittgenstein dégagerait moins des prétentions de la raison à penser quoi que ce soit que des prétentions des propositions à dire quelque chose de sensé, ou quoi que ce soit de sensé, si vous voulez. Ces prétentions à dire quelque chose de sensé ne sont pas examinées d'une manière, pour ainsi dire, distributive dans le Tractatus, mais elles sont solidement appuyées sur le dégagement de la forme générale de la proposition, dans Tractatus 6. Mettre en évidence cette forme générale, pour Wittgenstein, c'est faire tomber par là même dans le non-sens tout énoncé qui se distinguerait de cette forme, dégagée par Wittgenstein. Il y aurait ainsi non seulement un héritage et une filiation kantienne du Tractatus, assumé par son auteur, mais mieux encore, la revendication d'inscrire le traité dans la lignée d'une démarche qui ne partirait pas du cogito, mais, et je cite cette fois-ci les cours de Cambridge de 30-32, de ce que nous savons être tel et tel, et de poursuivre en examinant la validité de ce que nous supposons que nous savons. Donc c'est un passage qui est, je crois, peu connu aussi des cours de Cambridge 30-32, j'y reviens simplement pour que vous compreniez bien le principe. En fait, Wittgenstein, dans ce passage des cours de Cambridge, oppose deux démarches philosophiques, celle qui, comme Descartes, part d'un principe premier qui serait précisément la formulation du cogito. Et il dit que ce n'est pas la bonne manière de procéder en philosophie, pas le bon commencement ni le bon fondement pour qui s'engage en philosophie. Au contraire, la manière dont Kant remonte de ce que nous savons à la question de savoir comment nous allons examiner la validité ou mettre à l'épreuve la validité de ce que nous savons. Et donc là, il y a, me semble-t-il, une manière d'exprimer de manière assez prosaïque, une remontée aux conditions de possibilité, donc la démarche transcendantale exprimée dans sa plus grande simplicité. Et il donne, si vous voulez, toute son... Il suit en réalité la démarche kantienne. Il oppose la démarche cartésienne à la démarche kantienne en donnant tout son aval, voilà le mot que je cherchais, à la démarche transcendantale de Kant. J'insiste sur ce passage parce qu'il y en a peu explicites dans les cours ou dans le texte dans lequel Wittgenstein revient sur la démarche explicitement kantienne de la philosophie et moins encore sur la démarche transcendantale elle-même. Alors ça me semble important qu'il insiste justement sur cette prétention à la validité, vous êtes remonté à la validité de nos prétentions épistémiques. Mais toute la question porte toutefois sur ce dernier point, c'est-à-dire toute la question qui se pose pour celui ou celle qui se demande si on va pouvoir conduire cette lecture transcendantale du Tractatus jusqu'au bout, c'est-à-dire on doit se poser la question, me semble-t-il, l'enjeu philosophique est le suivant, le Tractatus met-il à l'épreuve de manière réflexive, puisque chacun des lecteurs qu'on a considérés jusqu'à présent
propose une lecture réflexive de la démarche de Wittgenstein. Le Tractatus met-il à l'épreuve de manière réflexive la validité de ce que nous supposons que nous savons, pour reprendre la formule des cours de Cambridge. Et si nous transposons cette formule dans les termes qui sont ceux du sens que pratique Wittgenstein, le Tractatus met-il à l'épreuve de manière réflexive la validité de ce que nous disons? Y a-t-il justement une remontée de ce que nous disons à ce qui précisément en met à l'épreuve la validité? Alors pour les tenants de la lecture transcendantale que j'ai évoquée jusqu'à présent, il faut évidemment être conséquent jusqu'au bout, et si l'on entend maintenir que le Tractatus appartient à cette tradition, il va bien être question, dans le Tractatus, d'examiner les conditions d'un usage sensé du langage, dès le Tractatus. D'accord ? Donc on va assumer pleinement qu'il s'agit bien des conditions de possibilité des propositions sensées et plus largement d'un usage sensé du langage. Alors, je crois vraiment, en ayant pensé dans le cadre de ce séminaire, ce n'est pas un point qui me semble justement présent dans la littérature ou très présent dans la littérature, que toute la question est de savoir si le Tractatus pose des conditions de possibilité en un sens kantien. Et à mon avis, un point important de la discussion ici, c'est de savoir si on doit distinguer un requisite, et tout particulièrement celui que Wittgenstein pose en 3.23, celui de la déterminité du sens. Il s'agit bien d'un requisite ou d'une exigence. Si on doit donc comprendre ce requisite, que vous connaissez bien, formulé en 3.23, comme précisément une condition de possibilité. Donc il faut se demander si cette exigence à laquelle Wittgenstein renoncera explicitement dans les recherches est une condition de possibilité, non plus cette fois-ci de l'expérience, mais de toute proposition pourvue de sens. Ou même, comme cela parfois a été envisagé dans la littérature, si cet énoncé fonctionne comme un argument transcendantal. Alors je crois que jusqu'à présent, il n'a pas été question des arguments transcendantaux dans le séminaire. Il en sera question, mais pas encore. Mais ça me semble assez important parce que c'est une contribution, je pense, assez originale de la tradition, d'inspiration wittgensteinienne au dossier du transcendantal. Et je vous renvoie sur ce point à l'excellent dossier que Stéphane Chauvier a édité dans les cahiers de philosophie de Kant, dans lequel il présente d'une manière à la fois puissante et limpide les lignes directrices de l'interprétation que Strawson a proposée de la première critique dans The Bounds of Sense. Alors je voudrais vous en dire quelques mots, parce que ça peut être intéressant aussi pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent d'assez près à Kant ou à Strawson. L'idée, au fond, et vous allez voir que ça va nous permettre de préciser le sens de la démarche transcendantale, l'idée de Strawson est qu'en réalité, on peut trouver dans la critique de la raison pure de Kant, deux types de démarches assez différentes pour justifier notre usage des concepts que Kant qualifiait d'a priori. La première version, la première démarche, c'est celle qu'on retient le plus généralement sous le titre de la déduction transcendantale des catégories, et qui est présentée de la manière suivante par Strawson. Kant formulerait cette justification en faisant appel à une certaine conception globale de la pensée qu'il a décrit comme une activité par laquelle l'esprit donne forme à un divers intuitif. Le résultat de cette activité formatrice de l'esprit étant ce que Kant appelle un phénomène qu'il distingue de la chose en soi. Alors c'est le sens le plus canonique, disons, le plus orthodoxe. Mais d'après Strawson, on trouve aussi dans la critique un autre type de démarche. Et c'est là qu'il innove, si vous voulez, dans sa lecture de la critique, et qu'il va en fait tracer la voie d'une démarche transcendantale inédite, à ma connaissance, avant lui. Un autre type de démarche, beaucoup plus proche d'un argument, au sens logique du terme, qui ne fait pas du tout appel à ce qu'il appelle la théorie kantienne de la cognition. Et Strawson se fonde sur l'analytique des principes, la partie consacrée aux analogies de l'expérience, dans laquelle Kant justifie le recours au concept de cause et de substance, en invoquant non pas le processus de la synthèse des représentations,
mais les conditions pour que nous puissions connaître quelque chose comme un objet, distinct d'une simple association de représentations subjectives. Alors, bon, vous avez simplement, je pense, si vous n'êtes pas familier de ces arguments transcendantaux, qui ont eu ensuite une postérité immense dans les réponses contemporaines au scepticisme, y compris au scepticisme sémantique dont il est question dans le suivi de la règle. L'idée est donc qu'on trouve dans la critique de la raison pure l'esquisse d'un argument original qui vise à prouver donc qu'un certain concept est une condition de possibilité de tel ou tel aspect de notre expérience. Donc les arguments transcendantaux, je cite ici l'analyse de Stéphane Chauvier, dont je vous ai dit à quel point elle était puissante et limpide, les arguments transcendantaux visent à établir des propositions qui portent non pas sur le monde ou sur l'ameublement du monde, mais sur notre pensée du monde, et plus précisément, et c'est ça le point décisif, sur la manière dont nous ne pouvons pas ne pas penser ce qu'il y a dans le monde. D'accord ? Donc, un argument transcendantal, c'est un argument qui sert à prouver que l'usage de certains concepts est nécessaire ou nous est nécessaire. Et pour citer Stéphane Chauvier, s'il y a quelque chose de spécial dans le modus probandi d'un argument transcendantal, il tiendra à la façon dont on doit s'y prendre pour prouver une proposition de la forme « nous ne pouvons pas penser les objets autrement que comme P ». D'accord ? Donc, vous le voyez, on déplace ainsi, de manière extrêmement sensible et profonde, ce qu'on entend par condition de possibilité. Puisque ces arguments nous montrent que certaines descriptions conceptuelles du monde rendent l'expérience possible au sens où elles sont impliquées par l'expérience. Si on reprend la seconde analogie de l'expérience par exemple, il s'agit d'établir que nous ne pouvons penser une succession objective que en recourant au concept de cause et d'effet. D'accord ? Et alors, donc, si vous voulez, Strawson ne s'est pas contenté d'identifier ces arguments transcendantaux dans la prose de la première critique. Pour lui, l'argument, le so-called argument, le soi-disant argument du langage privé, obéit exactement à ce modèle. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer qu'on ne peut absolument pas fournir une définition ostensive, sauf à supposer qu'elle est publique. On ne peut penser l'auto-attribution de telle ou telle croyance ou de tel ou tel, si vous voulez, sentiment, que si cette auto-attribution de croyance, de sentiment ou de concept psychologique à moi-même repose sur une capacité à l'hétéro-attribution. Et donc dans Individuals, dans les individus de Strawson, vous retrouvez d'une certaine manière une transposition assez fascinante de ce qui justement dans les recherches vous agace parce que vous n'arrivez pas à le formuler sous forme de thèse, donc sous la forme argumentative de ces remontées à des conditions de possibilité, étant bien entendu, vous voyez que c'est un déplacement par rapport au sens ancien classique de la condition de possibilité, puisqu'il s'agit de montrer que, précisément, on ne saurait penser, je reprends l'exemple de la succession objective, qu'à condition de recourir. Donc c'est plus du tout le même modèle logique d'argumentation, me semble-t-il, mais les spécialistes Kant nous le diront, que Kant utilisait dans la déduction transcendantale. Alors, première remarque que je voulais formuler, il me semble que ces arguments, dans le cadre de la réflexion du séminaire, sont importants, puisqu'ils permettent de dégager un autre sens au terme de conditions de possibilité. On entendait ici condition de toute pensée, ce qui est une condition de la pensée au sens où c'est présupposé par toute pensée, d'accord ? Le concept de présupposition qu'on trouve à l'œuvre aussi bien dans les recherches philosophiques que dans de la certitude. Mais seconde remarque qui me semble aussi importante que la première, l'exigence de déterminité du sens, d'accord ? Qui est exprimée par Wittgenstein en 3.23, où le postulat des objets simples ne fonctionne pas dans le Tractatus comme un argument transcendantal au sens où on vient de le rappeler, mais précisément comme un postulat dont Wittgenstein n'éprouve pas le besoin dans le traité de sonder la validité, puisqu'il ne se préoccupe pas des questions d'application de la logique, mais seulement, justement, de la caractériser. Donc, il me semble que lorsque Wittgenstein souligne en 6.13 que la logique est transcendantale, je cite ce passage célèbre, « Elle n'est pas une théorie, mais une image qui reflète le monde », il est difficile de soutenir
que transcendantal doit s'entendre ici au sens d'une fonction transcendantale, car le régime des conditions de possibilité du transcendantal ici est en effet a priori, mais il n'est pas fondateur. Et il me semble qu'il ne l'est jamais, et c'est un point évidemment dont on pourra discuter, il ne l'est jamais dans le Tractatus, et il ne le sera jamais jusqu'aux dernières remarques de la certitude. Donc on pourrait s'appuyer en ce sens sur la distinction qu'a proposée Raphaël Authier au début de son intervention lors de la séance précédente, c'est-à-dire tout ce qui est transcendantal est a priori, mais tout ce qui est a priori n'est pas transcendantal. Et donc là, il y a un écart qui se joue et qui est décisif dans l'interprétation. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, jusqu'à présent, j'ai été la plus charitable possible pour adopter une lecture transcendantale du traité qui serait cohérente et qui se présenterait comme cohérente. Maintenant, je voudrais m'attaquer à ces lectures, parce que je pense d'une part que plus personne ne les soutient. C'est vraiment très marqué historiquement, c'est l'état de la première réception du Tractatus, mais je voudrais surtout essayer de vous faire comprendre pourquoi elles ne sont plus en droit soutenable à mon sens. Alors, la première difficulté massive, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà deviné, c'est qu'il est extrêmement difficile de concilier une démarche transcendantale au sens strict avec ce que Wittgenstein souligne dès la première ligne de ses carnets de guerre en 14 et qui est repris en 5.473, qu'en logique, tout ce qui est possible est permis. Qu'en logique, nous ne pourrons pas nous tromper. Et donc, il semble extrêmement périlleux, pour ne pas dire plus, de maintenir une compréhension des limites comme démarcation entre le sens et le non-sens, ou de soutenir que dans le Tractatus, Wittgenstein nous livrerait les critères d'une proposition pourvue de sens, sauf à confondre le Tractatus avec la traduction positiviste qu'en a donnée notamment Carnap, mais aussi plusieurs membres du Cercle de Vienne. Second argument contre les lectures transcendantales, mais encore une fois, je vous propose une batterie d'arguments, mais on peut en ajouter d'autres, on pourra discuter aussi de leur pertinence. Comment articuler cette lecture d'inspiration transcendantale que nous proposent ces lecteurs avec le rejet explicite en 5.634 d'un ordre a priori des choses. Si vous êtes Kant et que vous inscrivez le Tractatus ou une réécriture de la première critique dans le cadre du Tractatus, il semble vraiment extrêmement difficile de rejeter un ordre a priori des choses. Ça semble même contradictoire, adopter une démarche transcendantale et rejeter un ordre a priori des choses. D'autant que, je vous le rappelle, les propositions 6 et suivantes sont celles qui poursuivent une interrogation qui porte sur la nature et l'étendue de l'a priori. Et donc, si Wittgenstein adoptait en effet une perspective kantienne, c'est vraiment dans cette séquence qu'on pourrait mesurer, d'accord, la portée, l'étendue de cette adhérence ou de cet héritage. Or, Wittgenstein va, à chaque étape de la séquence 6, récuser qu'il ne soit précisément ici question d'a prioricité, sauf lorsque il sera question justement de la logique. Il ne peut y avoir d'a prioricité, vous vous souvenez, que logique. Donc, si la nécessité d'un ordre a priori des choses est niée, il semble extrêmement difficile, pour des raisons qui, je crois, vont de soi, de maintenir une lecture transcendantale du Tractatus, au sens où le sujet transcendantal, serait chargé d'établir une harmonie entre la pensée et le monde. Alors on peut lire certes dans les carnets que, je cite l'entrée du 12 août 1916, que le sujet est une présupposition de l'existence du monde. En allemand, c'est Voraussetzung der Existenz der Welt. Mais si l'on est attentif à l'analogie établie entre l'œil et le champ visuel par Wittgenstein en 5.63.31, précisément, Wittgenstein souligne qu'on ne peut pas assigner de limite au champ visuel. Et par là, si vous faites jouer l'analogie pour en tirer un enseignement sur le sujet transcendantal ou non, justement, c'est la question dont il est question, vous voyez bien que cela implique que le sujet n'est pas une instance structurante et constituante,
Et donc, on serait tenté d'en conclure que cette analogie va exactement dans le sens vers lequel j'essaye de vous diriger, c'est-à-dire qu'il n'est pas une instance transcendantale. Donc, la plupart des lecteurs, les nouveaux, mais aussi d'autres lecteurs comme Peter Sullivan et Michael Potter, qui sont les auteurs sans doute du collectif scientifiquement le plus novateur sur le Tractatus ces 5 dernières années, ont tenté de défendre que dans la lecture de Peirce ou de Hacker, on avait finalement, soit, c'est le cas d'Hacker, une certaine conception du sujet proche de l'idéalisme kantien, de l'idéalisme transcendantal kantien, soit dans le cas du réalisme adopté par David Peirce, une certaine conception du monde et du langage, compris comme des totalités quasi extensionnelles centrées sur les objets simples. Ce qu'il appelle, Sullivan, an object-centered view. Donc, dans cette object-centered view, la série des propositions élémentaires est fixée par la série des objets. Donc, si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, soit on donne la priorité à l'idéalisme transcendantal avec un ego entendu comme ce qui accompagne toutes mes représentations. À ce moment-là, on perd précisément le refus de poser la question de cette harmonie qui est celle du Tractatus, soit on se centre sur un réalisme des objets, mais on définit les totalités que le monde et le langage sont comme des totalités extensionnelles. La suggestion, c'est de proposer au contraire que le monde et le langage sont des concepts formels, et que donc la saisie des limites du monde et du langage est une saisie d'une totalité qui n'a pas à être constituée. Et c'est là que se marquerait, si vous voulez, l'écart ou l'abandon d'une perspective transcendantale au sens strict. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps sur ce point, mais je vous donne juste la ligne directrice. Ça a été précisément le mot d'ordre des dites nouvelles lectures du Tractatus, de Cora Diamond et de Jim Conant notamment, de mettre en évidence la fragilité de ces interprétations transcendantales du Tractatus, en revenant sur la délimitation interne et en prenant très au sérieux 303. C'est bien parce que nous ne pouvons penser illogiquement qu'il s'agit ici d'être fidèle à ce que Kant nous disait dans ses cours sur la logique, c'est-à-dire que la norme de l'adéquation logique n'est pas fixée par quoi que ce soit d'extérieur à la logique, elle lui est elle-même interne. Donc on aurait affaire, s'il faut encore maintenir le vocable de transcendantal, simplement à l'accord de l'entendement avec lui-même. D'accord ? Donc l'idée de Cora Diamond, prolongée par Conant et par Putnam, notamment dans Repenser la nécessité mathématique, c'est que s'il y a un élément kantien à l'œuvre dans le Tractatus, ce n'est pas cette parenté un peu scolaire du traité avec la discipline, mais l'idée kantienne qu'il n'y a pas de sens à poser ou à exiger des conditions ontologiques du sens, pas de sens à fonder la logique sur une ontologie, dès lors que la logique, pour Kant le premier, a bien affaire aux conditions internes qui font que la pensée est une pensée, retraduit dans les termes de Wittgenstein, aux conditions internes qui font que le discours est bien un discours. Alors, si vous voulez avoir une vue synoptique, sans jouer sur les termes de cette position, qui en plus vous montre comment on peut déployer cette lecture transcendantale qui est prise pour cible du Tractatus aux recherches, des recherches de la certitude, et la renverser à partir justement d'une opposition à cette réification des limites. Vous pouvez consulter l'article de Jim Conant, le premier, le second et le dernier Wittgenstein, dans Wittgenstein, Dernière pensée, qui est la publication d'un colloque qui avait lieu au Collège de France, juste avant le décès de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu était là. Il avait appelé à une collaboration des sociologues et des philosophes autour justement de l'héritage du second Wittgenstein. Et cet article peut être extrêmement utile pour vous à ce stade de réflexion, dans la mesure où vous avez les deux lignes et où Conant est extrêmement convaincant pour démanteler le credo transcendantal aux trois niveaux, c'est-à-dire dans le Tractatus, voir comment cette lecture transcendantale est transposée dans le paragraphe que vous connaissez bien, 89-90, les possibilités des phénomènes qui deviennent des conditions de possibilité des phénomènes, et enfin jusque dans de la certitude, j'y reviendrai mercredi. Donc, si vous voulez, il semble que la cause soit entendue, et que cette question la possibilité de lire
le Tractatus, de manière transcendantale, soit réglé. Sauf que je voudrais examiner rapidement la formulation peut-être la plus convaincante qui a été donnée d'inscrire le Tractatus dans la tradition transcendantale, et elle a un intérêt autre qu'exégétique. C'est l'entreprise dans laquelle s'est lancé l'un des premiers lecteurs de Wittgenstein en France, le traducteur du Tractatus, Gilles Granger. Alors, Gilles Granger ne tombe pas dans les écueils qui ont été précédemment soulignés. Il montre que la logique, pour Wittgenstein, doit être comprise ici comme transcendantale, au sens où elle serait l'ensemble des conditions réalisées pour que toute image, qui est le signe propositionnel, fonctionne comme une image. Et donc, il ne tombe pas, si vous voulez, dans les travers dénoncés par Cora Diamond et Conant, notamment. Il souligne que la logique, en effet, prend soin d'elle-même, et que tout ce qui est permis en logique, tout ce qui est possible est permis. Mais, selon Granger, en réalité, il faut comprendre Wittgenstein dans une lignée transcendantale, au sens où c'est l'acte linguistique, pour Granger, qui joue le rôle d'un acte originaire de la connaissance, en lieu et place de l'acte de percevoir. Donc en fait, le Tractatus serait transcendantal au sens qu'ancien revu par Granger, au sens où il s'agirait donc de découvrir les conditions a priori de toute expression, mais en insistant donc sur l'acte linguistique, Granger met l'accent sur les modalités, je le cite ici, par lesquelles la forme logique se révèle dans les œuvres du langage et que l'analyse permet de percevoir. Donc vous voyez, c'est une lecture plus fine, plus opératoire, parce qu'elle comprend dans le transcendantal, une opérativité à laquelle Jocelyn Benoît fait également référence lorsqu'il revient sur la subjectivité transcendantale étant entendue comme le sujet de l'objet, dans l'excellent article « La subjectivité dans les notions » auquel je vous renvoie. Et donc c'est une lecture du transcendantal qui, si vous voulez, se propose de concilier la première critique et le Tractatus, qui va dans le sens de cette insistance sur l'opérativité, et qui se prolonge pour Granger dans les recherches, dans la mesure où, pour lui, Wittgenstein, certes, n'y examine plus les conditions de la forme générale de la proposition, mais les conditions de sa signification rapportées à la diversité possible de ses applications. D'accord ? Donc si je récapitule, je répète même, pour Granger, dans le Tractatus, en fait, on a bien à faire, Wittgenstein nous livre les conditions a priori de toute expression. Et cette méthode ou cette approche transcendantale est prolongée jusque dans les recherches, où on a toujours, au fond, affaire aux conditions de la signification, mais rapportées à la diversité de ses applications. Donc vous voyez, ça peut marcher, si je puis dire. C'est-à-dire, on entend condition de possibilité comme une condition, en effet, et ce qui est transcendantal, c'est en effet des conditions de la signification, sans que condition soit ici fondateur, et sans que condition, là où condition, si vous voulez, est une expression de l'anti-empirisme viscéral de Wittgenstein. Donc, vous le voyez, l'appui sur les usages et le recours à une méthode transcendantale ne sont pas du tout ici contradictoires. Pour Granger, l'idée du transcendantal est simplement transposée à un examen de l'usage du langage, des usages du langage. Et l'enjeu philosophique pour Granger, c'est le projet qu'il va poursuivre pour sa propre épistémologie, c'est justement de se débarrasser de l'ego transcendantal et de travailler à une philosophie de la connaissance symbolique qui portera sur les rapports entre opération et objet. Et c'est ce qu'il va mener à bien donc pour lui. Alors si je récapitule, j'espère que vous n'êtes pas ni trop fatigué ni trop accablé, le point d'aboutissement des deux premières étapes de cette intervention, on a vu donc s'interroger sur la représentativité de la proposition. Ce n'est pas adopter une méthode transcendantale, au sens où cette méthode consisterait en une entreprise de justification, de légitimation. Transcendantale, dans le Tractatus, ce n'est jamais ça pour Wittgenstein. Il n'y a pas de déduction au sens juridique qui, précisément, serait justificative ou légitimatrice. En revanche,
On pourrait qualifier de transcendantale la démarche du Tractatus dans la mesure où la logique est bien présupposée par l'expérience, elle est bien antérieure à l'expérience, mais elle ne saurait être qualifiée de transcendantale au sens où elle se rapporte a priori à des objets de l'expérience. Il ne s'agit jamais d'établir les conditions d'une connaissance objective. Il n'y a jamais de recours à ma connaissance, à l'objectivité, précisément parce que Wittgenstein veut nous délivrer de cette opposition binaire entre l'objet et le sujet. Donc mon hypothèse de lecture, qui est différente de ce que j'ai pu soutenir dans ma folle jeunesse, c'est qu'il faut redéfinir ce qu'on entend ici par condition du sens, condition pour qu'une proposition soit sensée. C'est-à-dire, si on entend par condition de possibilité au sens strict, au sens kantien, il me semble que Wittgenstein fait jouer un tout autre rôle à la Darstellung et la proposition, qui est un portrait de la réalité, et à ce titre qui est présentative plutôt que représentative. Si, d'autre part, on entend par ces conditions de possibilité du sens des critères au sens de Carnap, là on confond deux projets, celui de Wittgenstein dans le Tractatus, celui du dépassement de la métaphysique dans le manifeste de Carnap, qui sont assurément distincts. Si l'on entend enfin par condition du sens le requisite ou l'exigence de déterminité du sens, alors il est incontestable que le Tractatus reste transcendantal en ce dernier sens. Et vous voyez qu'il me semble que c'est assez minimal comme sens. Alors je ne veux pas, en déclinant ces trois, en récapitulant ainsi de manière un peu sommaire notre point d'aboutissement, je ne veux pas dire que adopter une lecture transcendantale ou non du Tractatus ne serait qu'une question de mots, mais qu'au contraire, le réaménagement du transcendantal kantien peut prendre différents sens que nous avons tenté de décliner, et dont seul le dernier nous paraît convenir à l'ambition du Tractatus, tel que l'auteur l'a décrit dans les carnets, dans le Tractatus, et dans les remarques autocritiques rétrospectives que Wittgenstein va consacrer au premier projet. D'accord ? Alors, donc j'ai achevé mon premier point. Bien sûr, c'est à cette exigence que Wittgenstein va renoncer dans la période de transition et dans les recherches, et c'est ce qu'il nommera dogmatisme. Donc, si vous voulez, ce qui peut conforter ma proposition, enfin la proposition que je vous fais, de lecture du transcendantal en ce sens restreint, c'est que Wittgenstein, en effet, dit explicitement ensuite que la portée autocritique qui marque vraiment la rupture du Tractatus aux recherches, c'est justement faire sauter ce requisite de déterminité. Alors je voudrais maintenant revenir rapidement, vous verrez que c'est plus aisé, mais à mon avis tout aussi important, sur le sens du transcendantal qui est le sens schopenhauerien, c'est-à-dire sur la manière dont le qualificatif de transcendantal imprègne la séquence 5-6, selon laquelle les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Alors, là, l'appropriation du sens transcendantal schopenhauerien est beaucoup plus simple, je crois. C'est que, en effet, dans cette séquence 5-6, qui marque le dépassement ou l'issue à la fois la part de vérité du solipsisme et aussi son dépassement, on voit très clairement que cette perspective du sujet est très clairement exprimée dans le Tractatus dans des termes qui sont repris au monde comme volonté, comme représentation. L'ego n'est pas un objet du monde, n'est pas un fait, il est le vecteur de son unicité. Et c'est ce point de vue du sujet qui détermine le sens du monde en tant qu'il est porteur de valeurs. Alors, je voudrais simplement vous montrer que, ici, Wittgenstein reprend clairement à son compte le dépassement du sujet comme sujet de la représentation au sujet, qui va rapidement aussi, comme concept, être abandonné, de la volonté, pour céder la place au noyau intime, qui est le vouloir pour Schopenhauer. Alors, je ne veux pas être trop longue sur ce point, qui me semble moins délicat, disons, philosophiquement, mais il faut rappeler que, pour l'auteur du monde comme volonté et représentation, les rapports qui régissent les phénomènes ne nous apprennent rien quant à leur nature intime. A l'inverse, lorsque nous revenons pour Schopenhauer sur les mouvements de notre corps, nous n'assistons plus en étranger à ce qui se produit, nous faisons l'expérience de la motivation. En ce sens, notre corps, pour reprendre une expression célèbre du monde, n'est autre que notre volonté devenue visible et nous donne ainsi un accès au cœur de la force fondamentale qui régit l'ensemble de l'univers. Ainsi, selon la formule du monde,
Le concept de volonté est le seul qui, parmi tous les concepts possibles, qui n'est pas son origine dans le phénomène, mais qui viennent du fond même de la conscience immédiate de l'individu, dans laquelle il se reconnaît lui-même dans son essence, immédiatement, sans aucune forme, alors même qu'on ne peut plus ici distinguer le sujet et l'objet, attendu que, dit Schopenhauer, le connaissant et le connu coïncident. Alors, vous le savez, Schopenhauer insiste sur le fait que ce n'est pas seulement dans les phénomènes du corps propre, de l'effort volontaire, ni chez les hommes ni chez les animaux, mais que si nous convertissons notre regard, nous retrouverons justement ce vouloir ou cette volonté comme un essence intime de la réalité. Donc un peu plus de réflexion, explique Schopenhauer, nous amènera à reconnaître que l'universalité des phénomènes a une seule et même essence, la même qui lui est intimement, immédiatement et mieux que tout autre connue, celle-là même qui, dans sa manifestation la plus apparente, porte le nom de volonté. Alors, pour alimenter, si vous voulez, cette refonte du cogito cartésien, à laquelle Schopenhauer se livre dans le passage du premier livre au second du monde, puis du second au quatrième, on peut s'appuyer sur les analyses remarquables de Barbara Stiegler, dans ce volume consacré à Schopenhauer, La raison dévoilée, article qui s'intitule « Refaire le cogito », que je vous signale précisément puisqu'il porte sur l'articulation entre le monde comme représentation et le monde comme volonté, et à la manière dont le monde comme volonté, je cite ici Barbara Stiegler, désigne la face intime du monde dans laquelle la conscience est immédiatement affectée par lui-même. Ainsi, en refaisant, c'est à la fois refaire tout en défaisant, en refaisant le cogito, Schopenhauer découvre que l'immédiation est moins le propre de la pensée que de l'affectivité, ce qui le conduira à exhiber le véritable socle, ou mieux le sous-sol de la pensée, l'affectivité du corps vivant. Ainsi, on passe du mouvement du livre 2 du monde, du cogito au wolo, et dans le livre 4, du livre 2 au livre 4, d'une formulation encore solipsiste ou égoïste du wolo à l'affect compatissant de l'amour. Donc, pourquoi je rappelle brièvement ce mouvement ? Tout simplement parce que Wittgenstein se l'est réapproprié d'extrêmement près. Et si vous lisez les carnets de guerre en vous concentrant sur l'année 1916, vous verrez que Wittgenstein a gardé du monde de Schopenhauer une trace très nette au point de citer justement ces passages que je viens de rappeler et de s'approprier donc ce glissement ou cette remontée, si vous voulez, d'un sujet de la représentation au sujet de la volonté, c'est-à-dire d'un sujet de la représentation au sujet porteur des valeurs. Et c'est précisément ce plan que Wittgenstein nomme transcendantal, le plan de l'éthique en tant qu'il est transcendantal. Donc par là, Wittgenstein souligne à la suite de Schopenhauer ce qu'on pourrait nommer la supériorité de l'éthique, qui est directement dirigée contre l'entreprise kantienne d'une fondation de la morale. Là, vous savez aussi que la critique de Schopenhauer est explicite. Alors ce point a été développé par Paul Audy dans justement l'essai de la supériorité de l'éthique, qui met en relation notamment certains textes de Kafka et une interprétation de la fin du Tractatus, et en particulier du sentiment du mystique. Donc, sans adhérer à toutes les remarques de Paul Audy, qui s'inspire beaucoup de Michel Henry pour relire le Tractatus, on peut dire simplement que lorsque Wittgenstein revient en 6.5 sur l'accès au monde entendu comme totalité bornée, il se réfère en effet au Gefühl, au sentiment que l'on peut avoir de cette totalité bornée. Et donc là, on n'est plus du tout sur le même plan que sur le plan logique dont il était question auparavant. C'est bien mon langage dans cette lecture qui instaure les limites de mon monde que le sentiment manifeste, voire qu'il modifie. C'est en ce sens que le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux, qui a bien une variation de limitation, tout simplement de limite, par le sujet que Wittgenstein, dans les carnets, nomme le centre du monde, le support de l'éthique. Et en tant que je suis le support de l'éthique, écrit Wittgenstein le 2 septembre 1916, j'ai à juger le monde, j'ai à mesurer les choses,
Et le bien et le mal, dit-il encore le 2 août 1916, n'apparaissent que par le sujet. D'accord ? Donc vous voyez ici que si on revient vers le Tractatus, on retourne, on applique ces passages des Carnot au Tractatus, il y a bien une distinction entre une volonté simplement psychologique, empirique, et la volonté au sens transcendantal qui est celle du sujet que Wittgenstein appelle métaphysique et qui est entendue comme condition des valeurs. Le monde est éthiquement indifférent et éthiquement neutre, il est tout ce qui y arrive, mais les valeurs ne sauraient, elles, être fixées que par un sujet qui considère le monde depuis le point de vue supérieur de l'éthique. Et ce point de vue, Wittgenstein l'appelle transcendantal. Donc le devoir éthique, dans les termes du Tractatus, consiste à opérer une conversion de la volonté, de l'état empirique et psychologique initial, à un état transcendantal. Et c'est bien à cette conversion, entre guillemets, que Wittgenstein fait allusion en 643. Je cite ce passage très célèbre. « Si le bon et le mauvais vouloir changent le monde, ils ne peuvent changer que les frontières du monde, non les faits. Le monde doit alors devenir par là totalement autre. Il doit pouvoir diminuer ou croître dans son ensemble. Le monde de l'homme heureux est un autre monde que celui de l'homme malheureux. » Donc vous voyez que ce changement de perspective est la pure et simple conséquence de la volonté philosophique ou métaphysique. Que la différence entre ces deux mondes n'est pas une différence factuelle, elle dépend de la façon dont le sujet s'accorde ou non avec son monde, et un tel consentement est l'effet de la volonté transcendantale. Il s'agit donc de se rendre digne d'être heureux. Alors, voilà le second lieu du transcendantal, vous voyez qu'il ne pose pas spécifiquement de difficultés, si vous êtes familier de ce mouvement que Schopenhauer fait subir par ses critiques assez violentes, il faut bien le dire, à l'égard de l'esthétique transcendantale kantienne. Alors s'il me reste encore un peu de temps, peut-être que je vais résumer rapidement la dernière étape de mon propos, qui est trop long. C'est le temps de discussion qu'on oui. Oui, alors c'est passionnant. Donc j'essaye de compacter la dernière étape, le lieu le plus problématique. Alors c'est le moins exploré, donc je ne peux pas complètement le court-circuiter, mais je pourrais vous envoyer mon texte si vous voulez, pour que ce soit moins schématique. Alors je voudrais revenir dans la dernière étape, donc, de mon propos, sur la dernière acception du transcendantal que j'évoquais en commençant, c'est-à-dire celle qui se joue dans la phase qu'on appelle phénoménologique de l'écriture de Wittgenstein, et qui rend compte, à mon sens, du glissement, donc du sens du transcendantal qu'on a maintenu, ce sens minimal de requisite de déterminité du sens, à une approche qui sera, après cette phase assez brève, qui dure quelques mois, 6 mois, de février 29 à l'été, à l'automne 29, à une approche qui sera résolument grammaticale. Alors, j'insiste sur ce point, je ne le fais pas d'habitude, mais je pense que c'est important. Désormais, nous avons accès au Narlas, et c'est précisément dans les manuscrits du début des années 30 que vous pouvez consulter dans le Narlas et dans l'édition de Vienne, la Wiener Ausgabe, qu'on peut voir précisément comment Wittgenstein progressivement a abandonné cette tentation phénoménologique, alors que dans les remarques philosophiques, en fait, il a compilé des textes sans que l'ordre génétique ne soit préservé. Donc, si vous lisez les remarques philosophiques, vous avez toutes les raisons de paniquer, parce que précisément, on ne comprend pas du tout pourquoi il commence par l'abandon de son projet, sans qu'on ait compris les difficultés internes du projet en question. Alors, ce qui va me retenir ici, c'est qu'il s'y joue, donc dans l'abandon du projet dit phénoménologique, il s'y joue à la fois le sens que prend donc, singulièrement phénoménologie chez Wittgenstein, et le sens aussi, et c'est là que je serai sans doute trop schématique, donc Jean-Baptiste pourra, dans la discussion, montrer tous les points aveugles de Wittgenstein à l'égard de Carnap. C'est là aussi que se joue un dialogue avec Carnap, avec le projet de Laufbau. Et donc ce troisième lieu me semble particulièrement intéressant parce qu'on a affaire à une articulation entre le projet de Husserl et le projet de Carnap qui repose sur un réaménagement de la question transcendantale, comme Jean-Baptiste l'a montré dans son ouvrage
Carnap et la question transcendantale. Alors, très rapidement, Husserl, Ernst Mach et Wittgenstein ont le même point de départ. C'est-à-dire, il faut rappeler, et c'est rarement rappelé par les phénoménologues, que Ernst Mach, l'auteur de l'analyse des sensations, est si peu étranger à l'histoire de la phénoménologie qu'à sa naissance même, Husserl se réclame de lui lorsqu'il s'agit de définir le terme même de phénoménologie, lorsqu'il présente la science phénoménologique en 28. Alors ce que je voudrais rappeler en 2 mots, mais qui est peu connu, c'est qu'en réalité, cette science nouvelle qui s'est nommée phénoménologie, cette nouvelle méthode descriptive qui s'est définie et que Husserl a, dit-il, radicalisée, elle s'est d'abord jouée à Vienne sur le terrain de la physique. Alors vous pouvez en avoir un aperçu si vous consultez l'article « Données » de Jocelyn Benoît dans le dictionnaire de philosophie des sciences dirigé par Dominique Lecourt. Mais la présentation du débat reste assez schématique dans l'entrée donnée de Jocelyn Benoît, donc on ne comprend pas tous les enjeux du débat qui se joue sur le terrain de la physique et de la physique de la thermodynamique, donc d'une physique extrêmement qualitative. Alors, simplement deux citations de Husserl, pour bien vous montrer que Husserl reconnaît vraiment Mach comme pionnier dans la méthode, dans la science nouvelle qui se dénomme phénoménologie. Donc, premier passage dans les Husserliania, 9e tome, page 302-303, c'est moi qui traduis. La science nouvelle, et c'est Husserl qui écrit, donc la science nouvelle se dénomma phénoménologie parce qu'elle, ou plus exactement sa nouvelle méthode, sont nées d'une radicalisation d'une méthode phénoménologique déjà revendiquée et pratiquée par certains physiciens et certains psychologues. Le sens de cette méthode résidait pour des hommes comme Mach et Hering dans une réaction contre la théorisation sans fondement qui menaçait les sciences exactes de la nature. C'est une réaction contre une théorisation dans les constructions conceptuelles non intuitives, dans les spéculations mathématiques, par le biais de laquelle on ne parvenait pas à une clarté compréhensive au sens correct du terme et à la production de théories. Dans l'entrée phénoménologie de l'Encyclopædia Britannica en 27, Husserl présente la science phénoménologique récente comme une conséquence de la méthode descriptive de Mach. Je vous cite ce passage qui est peu connu aussi et qui est reproduit dans Psychologie phénoménologique, paru chez Brun en 2001. La phénoménologie désigne une méthode descriptive inédite qui a accompli sa percée en philosophie au tournant du siècle, ainsi qu'une science a priori qui en résulte, laquelle est destinée à fournir l'organon contenant les principes d'une philosophie rigoureusement scientifique et à rendre possible par répercussion une réforme méthodique de toutes les sciences. Donc pourquoi je vous cite ces 2 passages ? Pour vous montrer que Wittgenstein, lui, va s'inscrire explicitement dans la lignée de l'usage physique que Mach et son contemporain Boltzmann en ont fait. Et que pour Husserl, ce sont précisément ceux qui ont inventé cette méthode descriptive inédite. Alors le débat entre Mach et Boltzmann, je vais assez vite, il porte simplement sur la question de savoir si, lorsque vous donnez une description de l'expérience, par exemple, de la dilatation de la chaleur, vous introduisez déjà des modèles et des hypothèses physiques, ou s'il est possible de fournir une description directe de cette expérience qui soit au plus proche de ce que Husserl appellera plus tard description. Donc il y a bien, si vous voulez, une première gigantomachie qui se joue entre Mach et Boltzmann et qui porte sur une opposition entre une description qui sert le plus près, vous voyez, l'expérience. C'est celle que défend Mach. Il dit qu'il faut se délivrer le plus possible de modélisation mathématique de l'expérience et donc de l'intrusion des mathématiques sur dans le champ de la description de la physique. Et à l'inverse, Boltzmann dit on a là affaire déjà à un milieu donné, puisque cette description directe de l'expérience est une illusion. Le physicien introduit toujours des équations qui portent des hypothèses et des modèles qui rendent le projet de Mach totalement illusoire. Alors en fait, c'est dans si vous voulez, dans ce débat concernant la réductibilité et la déthéorisation de la physique que s'inscrit Wittgenstein, et que dans cette phase phénoménologique, Wittgenstein donc va prendre très très au sérieux la possibilité de description directe de l'expérience immédiate, comme il le dit,
et d'expériences de pensée qui vont opérer déjà des variations imaginatives sur le modèle de ce que Marr décrit dans les termes qui ont fixé en fait l'usage heuristique de l'expérience de pensée pour la philosophie des sciences, pour les sciences tout court. Donc, très rapidement, je vais vite, Marr, qui lui en restait, si vous voulez, une description immédiate ou directe de l'expérience. Donc très rapidement, Wittgenstein va prendre ses distances avec ces présupposés empiristes et va montrer que la phénoménologie serait donc la grammaire de la description des faits sur lesquels la physique construit ses théories. Donc ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, il y a en réalité une distinction entre un sens primaire de l'expérience, dans laquelle nous n'avons pas affaire à un sujet, à un objet, à ce qui est de l'ordre d'hypothèses qui seront ensuite injectées par l'explication des faits dans l'expérience primaire elle-même. Et le projet phénoménologique de Wittgenstein, je vais très très vite, c'est précisément de restituer la logique de cette expérience primaire, d'arriver à trouver une notation qui nous permette de restituer les espaces de possibilités qui sont ceux de l'expérience primaire. Donc de l'espace des couleurs, de tous les espaces qualitatifs, et là on rencontre d'autres préoccupations, je crois, de Jean-Baptiste, de tous les espaces qualitatifs qui structurent notre perception, mais en étant à la fois attentif à l'inspection des phénomènes, quoi phénomène si je puis dire, mais ce que la description de cet espace primaire, de cette expérience primaire nous donnerait, c'est justement sa structuration logique, son espace de possibilités. Et c'est là que se loge un débat avec, cette fois-ci, Carnap, puisque Wittgenstein, alors là, je ne pourrais pas développer parce que sinon on ne pourra pas discuter, mais c'est là que Wittgenstein, en réalité, revient sur le projet de Aufbau, dont vous savez peut-être qu'il estimait que Carnap avait accompli un plagiat, en réalité, de son propre travail. Et grâce à ces manuscrits donc, du début des années 30, on comprend que ce qui est en jeu, c'est en réalité pour l'un et pour l'autre la définition de ce que Carnap va appeler, et ce que d'autres ont appelé après lui, dans la lignée du positivisme logique, un structuralisme logique, qui permettent précisément de sortir des différentes formes de solipsisme qui sont menaçantes à ce niveau primaire de l'expérience. C'est-à-dire précisément parce que la structure serait, du point de vue logique, intersubjective et partageable en droit, on retrouverait justement une redéfinition logique du transcendantal qui nous permettrait de ne pas en rester si vous voulez, un instantanéisme solipsiste qui enfermerait chaque sujet d'expérience dans la prison de l'instantanéité de ces perceptions premières. Alors, je vais très vite, rapidement, Wittgenstein va estimer que ce projet phénoménologique et cette recherche d'une notation ne conduit qu'à un marécage. Et il va donc, par un phénomène de reprise caractéristique de son écriture dans ces années-là, prendre pour cible le projet de réduction carnapienne, de réduction de certains énoncés à des énoncés plus fondamentaux, et abandonner définitivement par là toute forme de tentation fondationaliste, c'est-à-dire de distinguer deux niveaux entre des énoncés de base ou plus fondamentaux et des énoncés de la langue vernaculaire ou ordinaire qui seraient précisément dérivés de ces énoncés de base ou de ces énoncés premiers. Alors si vous voulez des indices ou des textes dans lesquels Wittgenstein répond à Carnap, je vous renvoie à la dictée Inquiétude en particulier, et je voulais vous montrer qu'en réalité, cette discussion avec Carnap se joue sur un terrain qui est bien particulier, c'est celui d'une réponse à l'Ordnungslehre de Driesch. Driesch, c'était un biologiste fichtéen, que Carnap prend très au sérieux dans l'Aufbau, que Bergson prend très au sérieux aussi dans l'évolution créatrice, et qui développe un modèle, si vous voulez, une science de la vie fondée sur la réflexivité de la conscience de soi. Alors ce que je voulais vous montrer, qui était un tout petit peu original, mais vous le lirez, c'est justement que Wittgenstein, en abandonnant le projet phénoménologique, prend pour cible de manière assez précise le projet carnapien de l'Aufbau et cette dernière déclinaison du transcendantal, au sens fichtéen cette fois-ci, qu'on voit à l'œuvre dans la théorie de l'ordre vivant d'Ernst Driesch.
Alors, j'en viens à ma conclusion. Je voudrais montrer donc que le sens de la description grammaticale pour Wittgenstein s'entend véritablement comme une alternative à la démarche transcendantale et que cette alternative découle justement de l'abandon du langage phénoménologique sur lequel on vient de revenir. Alors comment ce sens du possible et de la possibilité se dégage dans la description grammaticale qui apparaît dès les années, dès le cahier bleu, dès 32-33, précisément par le refus, comme je le disais à l'instant, d'une distinction de niveau entre des énoncés élémentaires et des énoncés complexes, qui seraient ceux de notre langage courant. Donc plutôt que de dissocier ces deux couches ou ces deux niveaux correspondant à deux niveaux de notre expérience, Wittgenstein va travailler de manière désormais systématique en faisant travailler ce sens du possible sur des fictions. On peut citer le cas de la tribu où les hommes se disent tout haut ce qu'ils pensent à eux-mêmes, le cas d'une société où on pourrait connaître infailliblement les sentiments d'après l'apparence du visage de ceux qui les expriment, des tribus dans lesquelles les taches de couleur fonctionneraient exactement comme des taches de douleur. Donc, imaginons, nous dit Wittgenstein, que la surface des choses qui nous entourent comporte des zones, des taches dont le contact avec notre peau provoquerait la douleur. Donc, si vous voulez, ces variations imaginatives, elles n'ont plus désormais le statut d'expérience, de pensée, mais elles dégagent, au fond, ce qui importe, ce qui compte, comme dit Wittgenstein, à l'intérieur d'une forme de vie donnée. Je cite ici les réponses au rameau d'or de Fraser. Aucun phénomène n'est en soi particulièrement mystérieux, mais n'importe lequel peut devenir pour nous, et c'est précisément ce qui caractérise l'esprit humain à son éveil, qu'un phénomène devienne pour nous important. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que, en réalité, la manière dont l'abandon du projet phénoménologique est consigné est quasiment entièrement prise en charge par le travail de description grammaticale entendu comme variation sur des possibilités, qui fait apparaître donc que la grammaire n'est jamais une question ici de mots, et que décrire des usages ne revient pas pour Wittgenstein à réglementer des conduites, pas plus qu'à corriger des déviances, mais précisément à utiliser nos concepts comme des opérateurs qui permettent de définir l'essence singulière d'une forme de vie donnée. Alors, le sens du possible qu'utilise Wittgenstein dans sa voie grammaticale, on pourrait le définir comme le fait Cavell, comme reposant en grande partie sur ce que Cavell appelle l'appel à une imagination projective, qui suspend temporairement l'adhésion aux concepts familiers, qui nous sont familiers, dans le but de faire apparaître tout à la fois leur étrangeté et leur contour. On pourrait réutiliser les termes de Rancière, qu'il utilise justement quand il travaille sur le travail de la fiction. Il s'agit pour Wittgenstein, par cette voie grammaticale, de faire voir ce qui n'était pas vu, de faire voir autrement ce qui était trop aisément vu. Et pouvons-nous compléter désormais, de faire voir autrement ce qui n'était plus vu parce que trop familier, parce que devenu invisible à force d'une trop grande visibilité. Ainsi, l'invention de jeux de langage met en rapport ce qui ne l'était pas dans le but de produire des ruptures, des discordances dans le flux de la vie dont nos concepts sont le miroir et auxquels ils sont mêlés. Mes derniers mots. Comme l'écrit très justement Jacques Bouvresse, on pourrait interpréter comme suit donc la description grammaticale comme fondée sur le sens du possible. Je vous cite donc ce passage de l'animal cérémoniel qui est un tout petit peu provocateur. Alors que les philosophes transcendantaux ont tendance, par manque d'imagination, à réfléchir essentiellement sur les conditions de possibilité de ce qui est, la méthode préconisée par Wittgenstein est celle qui consiste à mettre en évidence d'autres possibilités, sans se préoccuper directement de savoir si leur réalisation est possible, plausible ou souhaitable. En effet, poursuit Bouvresse, voir comment les choses sont, c'est toujours voir comment elles pourraient ne pas être, et finalement s'étonner qu'elles soient ce qu'elles sont. Pour échapper à la rigidité du point de vue qui a tendance à s'imposer comme étant le seul possible, il faut inventer des analogies, des comparaisons inédites, qui nous permettent de voir sous un autre jour, c'est-à-dire de recommencer à voir les phénomènes apparemment les mieux connus.
C'est la raison pour laquelle Wittgenstein peut dire « Rien n'est en vérité si important que la formation de concepts fictifs qui, pour la première fois, nous apprennent à comprendre les nôtres. » Et on peut ajouter, pour citer une dernière fois Wittgenstein, que c'est seulement si l'on pense de façon encore plus folle que les philosophes que l'on peut résoudre leurs problèmes. Cette condition est sans doute bien éloignée, pour reprendre une entrée célèbre des discussions avec le Cercle de Vienne, de ce qu'il faudrait dire à Königsberg. Je vous remercie de votre attention.